petit peu, j'ai un peu mal à la gorge. Merci. Merci. Mesdames, Messieurs, chers amis, c'est un grand honneur et un grand bonheur de me trouver parmi vous en Israël et de prendre la parole à la séance inaugurale de ce colloque qui s'appuie sur une fructueuse coopération franco-israélienne nous invitant à revisiter l'affaire Dreyfus. Une affaire qui, au XXIe siècle, continue de résonner dans une actualité où la défense des valeurs de courage, d'intégrité et de justice, si dignement portée par le capitaine de Dreyfus, doit demeurer au cœur des luttes pour toujours faire valoir la vérité et protéger nos démocraties. Je suis très touchée par votre accueil chaleureux et vous en remercie très sincèrement. Je suis sensible à l'hommage que vous rendez à mon illustre aïeul, génie lumineux qui nous a tant apporté. Beaucoup de talents ont contribué à cet ambitieux événement. Je ne peux bien sûr nommer toutes les personnes qui ont œuvré, mais qu'elles en soient ici vivement et sûrement remerciées. J'adresse en particulier tous mes remerciements et toutes mes félicitations au professeur Michel Bokobza-Kahn et au professeur Dina Porat pour leur précieux investissement. Ce colloque et la remarquable exposition soutenue par l'ambassade de France en Israël et l'Institut français d'Israël, organisée sous l'égide de l'Université de Tel Aviv et l'ensemble des partenaires dont l'Université de la Sorbonne, voit le jour grâce au concours actif de Yaël Perle-Ruiz, arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus, qui a porté cette initiative avec enthousiasme et détermination dans le culte du devoir de mémoire. Je voudrais te dire, chère Yaël, l'estime et l'affection que je te porte et l'admiration que j'éprouve pour ton aïeul. En effet, Alfred Dreyfus est resté debout malgré les souffrances et les humiliations. Il a fait front, animé par une haute idée de la justice et une bravoure exceptionnelle. N'a-t-il pas subi suffisamment de souffrances pour en affronter une supplémentaire le 4 juin 1908 au cours du transfert du corps des cendres du corps de Zola au Panthéon, où il fut blessé au bras par 2 coups de feu que tira Louis Grégory, journaliste nationaliste et xénophobe. Je songe à Zola qui, au crépuscule de sa vie, avait l'intention d'écrire un roman sur le sionisme. C'est Maurice Leblond, son gendre, mon grand-père, fondateur du pèlerinage littéraire de Médan en 1903, qui relate en 1927 dans son texte « Les projets littéraires d'Émile Zola au moment de sa mort » cette information reçue au cours de sa visite chez le maître en juin 1902. Je cite. « Le thème d'une Jérusalem rebâtie en plein Orient par les fils disséminés d'une antique race excitait son enthousiasme. Cela lui permettrait de dérouler une de ses fresques comme il savait les brosser et de renouveler sa palette. Seulement, il fallait, ainsi qu'il le disait, se documenter sur place. Et la pensée d'un long voyage inquiétait un peu le sédentaire que fut Zola, comme d'ailleurs la plupart des écrivains de sa génération. Il me parla abondamment de ce projet. Aussi, ai-je cru longtemps que le sionisme devait être le grand thème sur lequel il bâtirait justice. Vraiment, aucune fatigue n'était visible chez Zola. Je me souviendrai toujours de ce dernier entretien que j'ai eu avec Zola. Je ne devais plus le revoir que sur son lit de mort, un lit chargé de fleurs, la face inerte, fardée par les embaumeurs, ce qui lui donnait, sous la profusion des lumières électriques, la singulière apparence de quelques saints de l'école byzantine. Zola, homme de bonté, d'audace, de loyauté et de grande droiture, défenseur de la vérité, a affronté
le châtiment et l'infamie pour arracher un homme, Alfred Dreyfus, à la plus ignoble des injustices et la France à la pire défaillance morale. En ma qualité de vice-présidente de l'association Maison Zola Musée Dreyfus, je suis heureuse de vous informer que la maison de Zola, située à Médan en région parisienne, actuellement en restauration grâce au soutien de Pierre Berger et des partenaires publics, rouvrira à l'automne 2015. La maison, cadre de vie de Zola pendant 24 ans, va retrouver son lustre d'antan. L'ambiance d'époque sera ainsi reconstituée dans les pièces. Enfin, je suis fière d'être aux côtés de Charles Dreyfus, petit-fils d'Alfred Dreyfus, également vice-président de notre association, pour vous faire part de notre projet de créer un musée Dreyfus dans l'enceinte de la propriété de Zola. La lutte contre les discriminations y sera au cœur. Le musée Dreyfus, musée de société, sera inscrit dans un contexte résolument contemporain. La personnalité de Zola et son engagement pour la défense du capitaine Dreyfus ont en effet valeur d'exemple pour les générations à venir. Aujourd'hui, la notion d'engagement s'incline de trop souvent devant le culte du court terme, de l'image et de la réussite. Il s'agira d'un musée contre l'injustice, contre l'intolérance, contre la haine raciale et antisémite. Il s'agira d'un musée fidèle au message que l'auteur de J'accuse nous a laissé. Chers amis, pour conclure, je formule le vœu, en toute confiance, que cette journée d'échange, de réflexion, de mémoire permette à chacun d'entre nous d'appréhender dans toute sa dimension l'immense héritage intellectuel et sociétal que l'affaire Dreyfus et ses protagonistes nous ont légué. Je vous remercie. Tu vois, t'es mal. Ah bah je suis partie avec le micro. Quelle émotion de voir, ça marche là, hein? Quelle émotion de voir cette salle si pleine, ces lycéens qui sont venus de Mikvé Israël. Je vous remercie d'avoir amené cette classe. Voici plus d'1 an qu'avec Dina Porat, directrice du Centre de recherche Cantor sur le judaïsme européen contemporain, avec Didier Alexandre, responsable du Centre d'études de la langue et de la littérature française à la Sorbonne, avec Yael Perle-Ruiz, arrière-petite-fille d'Alfred Dreyfus, qui est sans aucun doute l'initiatrice de cette belle aventure. Nous avons œuvré pour concrétiser ce projet et je vous remercie d'avoir fait ce chemin ensemble. Je dois, dans un même souffle, remercier également, bien sûr, l'ambassadeur de France en Israël, son Excellence, Patrick Maisonnave, ainsi que toute l'équipe de l'Institut français dirigée par un chef d'orchestre incomparable, le conseiller de coopération et d'action culturelle et directeur de l'Institut français d'Israël, Olivier Rubinstein. Je remercie également le recteur de l'université, Aaron Shai, ainsi que le doyen de la faculté des sciences humaines, Eyal Zisser, qui ne sont pas là aujourd'hui parce qu'ils sont à l'étranger, très loin, qui ont tous deux soutenu notre projet. Ma reconnaissance va également à nos amis lointains qui, de France, ont apporté aide et soutien financier et moral. Je remercie la Fondation pour la mémoire de la Shoah et la Fondation David Hadida. Dans le quotidien, dans les préparations les plus insignifiantes, parfois ingrates, mais néanmoins indispensables, dans ce travail à l'arrière des coulisses qui prend tellement de temps, je tiens à exprimer ma reconnaissance à Lionel Choukroun, à Annie-Sophie Trouillard et à Evelyne Papir-Blatt de l'Institut français de Tel Aviv. Je me tourne également vers Ronit Greenfeld du Centre Cantor et vers Anat Indelman
secrétaires du département d'études françaises pour les remercier de leur zèle et de leur dévouement. Ce colloque s'inscrit dans un triple cadre, à la fois tourné vers la spécificité culturelle et politique française et centré sur la question de l'antisémitisme et de l'identité juive. Il s'inscrit de manière naturelle dans le programme du mois de la francophonie mondiale. Voici déjà plus d'une décennie que le département d'études françaises fête le mois de la francophonie mondiale en organisant des colloques, des journées d'études qui sont toujours devenus des événements. Et nous sommes fiers de cette tradition, nous tenons à la maintenir. De plus, le colloque vise à donner une épaisseur intellectuelle à l'exposition de l'affaire Dreyfus, qui commence aujourd'hui, qui a été ouverte hier, une très belle exposition que je vous invite à aller visiter. Enfin, au sein de l'université, dont le but premier est l'éveil à l'esprit critique, nous aspirons, nous autres chercheurs et enseignants, à présenter l'affaire comme un terrain d'inspiration et d'expérimentation qui, loin de se limiter aux acteurs de l'époque, devrait concerner les hommes et les femmes d'aujourd'hui, en France comme en Israël et ailleurs. Beaucoup de choses ont déjà été dites, écrites, débattues sur l'affaire Dreyfus. Les ouvrages, les colloques ont fait la part belle aux historiens. Et même s'il est souvent question de l'engagement des écrivains, avec en tête de file, bien évidemment, Émile Zola, la perspective historique demeure privilégiée. Le fil rouge qui permettrait de réunir Pascal et la défense des jansénistes au XVIIe siècle, Voltaire et l'affaire Calas au XVIIIe siècle, et le J'accuse de Zola, ce fil rouge entretient souvent des amalgames qui font de la littérature un outil plutôt qu'une essence. Pratiquer l'écriture littéraire une vie entière est un choix qui détermine l'homme ou la femme qui s'engage sur ce chemin. On n'écrit pas n'importe quoi ni n'importe comment pour faire plaisir à un public, gagner de l'argent ou avoir une réputation. On peut mourir parfois à cause de ce que l'on écrit, on peut se trouver derrière les barreaux d'une prison. La littérature s'inscrit de plein pied dans une société, elle y remplit un rôle fondamental. Émile Zola, pour ne parler que du plus célèbre, n'a pas seulement écrit le J'accuse, parce qu'il est un homme politiquement engagé, qui sait se saisir de sa plume et qui a le courage de le faire lorsqu'il faut défendre les grandes valeurs des Lumières. Certes, il a fait cela pour ça aussi. Mais je pense que Zola a fait ce qu'il a fait également parce qu'il a choisi une vie durant d'écrire une fresque romanesque qui s'appelle Les Rougon-Macquart. Je dirais, pour faire court, que la littérature est une éthique, pour le meilleur et parfois, malheureusement, pour le pire. L'une des leçons à tirer de l'affaire Dreyfus est de relancer le débat sur l'importance majeure de l'activité littéraire dans nos sociétés. Aujourd'hui, dans cette salle, où nous allons colloquer pendant une journée entière en amont d'une réflexion sur l'antisémitisme relié à ces manifestations dans le théâtre français et l'impact de Dreyfus sur le sionisme relié à la scène théâtrale israélienne, et en aval d'une session terminale qui sera consacrée à une réflexion sur demain, nous avons choisi de placer au cœur du programme des questions qui concernent les écrivains, leurs œuvres et l'impact de leur manière d'être dans les mots de la fiction sur leur manière d'être dans les mots de l'actualité. Une autre leçon à tirer est de relire les textes des Dreyfusards les plus courageux à l'aune de la réalité d'aujourd'hui, française d'une part et israélienne d'autre part. Il nous faudrait par exemple peut-être traduire en hébreu les paroles pamphlétaires d'Octave Mirbeau, parmi tant d'autres, mais celles que j'ai retenues ont été publiées le 23 octobre 1898 dans le journal anarchiste Le Père Pénard. Il faut bien sûr les resituer et se souvenir que ces paroles-là sont écrites contre l'antisémitisme. Et Octave Mirbeau écrit ceci: « Dans ce berceau d'humanité affranchie qu'est la France, vous ne tolérerez pas la glorification de Gourdin, le triomphe du sabre, la tyrannie du goubillon. »
Les nationalistes disent « le pays est avec nous », ils mentent. Le pays, c'est vous, c'est nous, c'est le travail fécond. Ils n'ont pas le pays, ils en sont les exploiteurs. Leur force, c'est votre inertie, républicains, démocrates, socialistes, révolutionnaires, libertaires. Il n'est pas question aujourd'hui de marquer le triomphe d'un autre. Il s'agit de défendre le patrimoine commun, la liberté. Fin de citation. Il nous faudrait également méditer sur les magnifiques paroles d'Émile Zola qui, après avoir accusé, se tourne également vers ce qu'il appelle un crime, le crime collectif. Et là, il écrit « C'est un crime d'avoir accusé de troubler la France, ceux qui la veulent généreuse, à la tête des nations libres et justes, lorsqu'on ourdit soi-même l'impudent complot d'imposer l'erreur devant le monde entier. C'est un crime d'égarer l'opinion, d'utiliser pour une besogne de mort cette opinion qu'on a pervertie jusqu'à la faire délirer. C'est un crime d'empoisonner les petits et les humbles, d'exaspérer les passions de réaction et d'intolérance en s'abritant derrière l'odieux antisémitisme dont la grande France libérale des droits de l'homme mourra si elle n'est pas guérie. C'est un crime que d'exploiter le patriotisme pour des œuvres de haine, et c'est un crime enfin que de faire du sabre le Dieu moderne. Paroles d'Émile Zola. Et ces paroles, Émile Zola, dont personne ici ne niera son amour pour la France, ces paroles, il les adressait aux hautes instances de son pays. Enfin, il faudrait aussi peut-être, parmi, encore une fois, tant d'autres choses, se souvenir que Bernard Lazare, premier Dreyfusard, qui disait qu'il était fou de vouloir remonter un courant que tout le monde suivait sans savoir pourquoi, et il avait choisi pour la folie, parce qu'il a remonté ce courant dès le début, eh bien, ce même Bernard Lazare s'engage de manière tout à fait naturelle en faveur des Arméniens persécutés par les Turcs. Et sur ce sujet, il exprime son incompréhension à l'égard des Juifs du congrès sioniste de Bâle, qui rend hommage au sultan Abdulhamid II. Et il s'exclame avec douleur: les représentants du plus vieux des peuples persécutés, ceux dont on ne peut écrire l'histoire qu'avec du sang, reçoivent, envoient leur salut au pire des assassins, et dans cette assemblée, il ne se trouve personne pour dire « vous n'avez pas le droit de déshonorer votre peuple ». Donc, s'il faut en première instance apprendre les faits, les détails, suivre les méandres d'une affaire complexe, et il faut les apprendre, parce qu'on s'imagine qu'on connaît l'affaire Dreyfus, mais peu d'entre nous connaissent vraiment l'affaire Dreyfus en entier, et chaque détail nous apprend d'autres choses sur le courage des uns, l'intégrité des autres et la sournoiserie de certains. Donc, percer le mur de l'ignorance pour mieux connaître et du coup mieux comprendre la réalité historique aussi bien dans ses côtés lumineux que dans ses côtés les plus sombres. L'intérêt de ce chemin d'études et de recherche que trace l'université pour ses étudiants et ses étudiants futurs, ceux qui sont là aujourd'hui et je m'en réjouis, et ses chercheurs également, est avant tout de former des consciences, d'apprendre à tirer des leçons, non seulement pour les autres, c'est trop facile, mais surtout pour soi-même. Baruch Spinoza, dans son traité théologico-politique, défend la liberté de philosopher. Et Spinoza a été excommunié pour ce crime d'hérésie, la liberté de philosopher. L'université de Tel Aviv a 57 ans, je crois, peut-être 58, je ne sais pas exactement. Et lors de sa fondation, il avait été question d'appeler l'université Baruch Spinoza. Peut-être que l'âme de quelques Dreyfusards, peut-être celle aussi d'Alfred Dreyfus, s'était infiltrée dans la salle d'une commission chargée de baptiser la nouvelle-née de la famille académique israélienne. Mais malheureusement, à mes yeux, tout au moins, les bien-pensants ont eu le dessus. Un excommunié, aussi célèbre soit-il, vous n'y pensez pas. Cela risque d'être mal vu. Si je fais ce rapport entre Spinoza aujourd'hui et l'affaire Dreyfus et tout ce que j'ai dit auparavant, c'est parce que je voudrais en effet terminer en insistant sur le fait que la mémoire est sélective. C'est humain,
c'est comme cela, sinon nous ne pourrions pas survivre. Mais les leçons à tirer des moments fondateurs pour l'identité d'un peuple, d'une collectivité, d'un homme, d'une femme, sont également sélectionnées par ceux qui nous enseignent en fonction d'intérêts préétablis, préalables. La recherche universitaire a une mission d'ouverture, sa première mission. Nous pensons fermement qu'il y a des leçons à tirer de l'affaire Dreyfus, des leçons classiques qu'il ne faut certainement pas oublier, des leçons plus complexes, mais peut-être moins complaisantes, et puis également des choses nouvelles, et j'espère que nous pourrons tracer aujourd'hui quelques nouveaux chemins. Cette journée est riche, longue. Nous souhaitons respecter les temps de parole fixés à l'avance afin de pouvoir profiter également de débats, de discussions. Donc les présidents de séance vont être très sévères, mais en même temps garder le sourire. Nous allons nous séparer vers 12h30 pour un déjeuner. Nous reprendrons la deuxième partie du colloque à 14h. Vous aurez, il y aura également une pause café ce matin, une autre dans l'après-midi. Je vous souhaite un excellent colloque. Merci.